Bon après-midi tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette deuxième partie. Il y a eu énormément d'échanges. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi je me sens très stimulée. Il y a eu des rencontres autant sur les luttes communautaires que la pratique judiciaire, l'espace à prendre aussi quand on est une femme noire, racisée ou autochtone. Il y a eu des plénières également sur le bien-être des travailleurs, travailleuses dans les différents refuges et dans nos différentes organisations. Donc, les esprits sont en pleine ébullition. Pour le moment, nous sommes rejoints par nos collègues de partout à travers le pays. Donc, on dit merci à la technologie pour ça. Donc, avant de commencer, on va aller à la rencontre de notre hôte en virtuel. Donc, Dorothy, Alexandre, comment ça va, Dorothy? Donc, Dorothy, on ne t'entend pas encore, mais il y a un petit problème technique, mais on devrait t'entendre sous peu. Parfait. Ah, Dorothy, je pense que je t'entends. Vous m'entendez? Alors, super, comment vas-tu? Super, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Alors, est-ce que de ton côté aussi, c'est en pleine ébullition? C'est en pleine ébullition, donc nous sommes une centaine de personnes présentement en ligne qui participent au côté virtuel de ce sommet. Et nous avons des gens qui viennent de Vernon, Timmins, Calgary, Moncton et encore plus loin. Et je te dirais que bonjour Beth, also I'd like to say hi to you also. Hello. Je voudrais partager ce que nous faisons en ligne depuis 2 jours. Il y a eu beaucoup de conversations très riches. Nous avons eu des séances portant sur la préparation aux situations d'urgence au niveau communautaire et organisationnel. Nous avons entendu des personnes qui ont comblé les lacunes dans les plans d'urgence du gouvernement. Par exemple, les personnes ayant un statut précaire ou non documenté, ou encore vivant dans des communautés éloignées. Nous avons parlé de l'enracinement, de la préparation aux situations d'urgence dans le souci des communautés, notamment pour les communautés marginalisées par la race, l'indigénéité, l'âge, le statut d'immigration. Et maintenant, si je poursuis en français, il y a eu d'autres conversations qui ont lieu en début d'après-midi aujourd'hui où nous avons écouté le témoignage de 3 expertes dans le domaine de la gestion des urgences qui sont parmi les premières au Canada à appliquer l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle dans leur travail. Donc, quel est le travail qu'elles ont effectué? C'est qu'elles ont collaboré étroitement avec la Fondation canadienne des femmes et un comité consultatif qui est composé d'organisations qui offrent des services de lutte contre les violences fondées sur le genre, dont plusieurs d'ailleurs participent à cet événement, pour créer ce qu'on appelle les lignes directrices relatives à la continuité des services dans le secteur de la violence fondée sur le genre. Vous pouvez accéder aux lignes directrices sur la continuité des services dans les 2 langues sur le site web de la Fondation. L'adresse figure sur votre écran sous la rubrique « Les leçons de la pandémie ». Je voudrais également préciser que l'enregistrement des séances du sommet virtuel ainsi que les illustrations de notre graphiste seront disponibles la semaine prochaine sur notre site web. Le travail des graphistes est tout à fait extraordinaire. Ils utilisent l'art pour alimenter toutes les conversations. Félicitations, Adriana. À présent, je vous rends la parole dans la salle. Merci d'avoir partagé cette information. Bienvenue à tous les participants en ligne. Dans quelques instants, nous allons souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Mais auparavant, nous voudrions que vous sachiez que nous allons utiliser Slido pendant cette séance. Cette fois, ce ne sera pas pour recueillir vos questions, mais plutôt, nous allons vous inviter à contribuer à la discussion grâce à Slido. Pour y participer, vous devrez balayer le code QR sur les cartes situées sur vos tables,
Des questions vous seront posées pendant la séance et nous vous encourageons à participer. Notez également que des cahiers sont prévus sur vos tables. N'hésitez pas à les utiliser pour prendre des notes sur ce qui vous paraît important afin que le graphiste qui fait un travail incroyable là-bas puisse en bénéficier. Laissez vos notes à côté de la corbeille. Elles seront recueillies. À présent, souhaitons la bienvenue à Paulette Senior, présidente et chef de la direction de la Fondation canadienne des femmes, ainsi que les membres de notre panel exceptionnel, Rosemary Rollins, Jean-François Moët, Fatima Navarez et Tania Félix. Nous voici. C'est le moment. Je pense que tout le monde mérite des applaudissements pour ce que nous avons accompli jusqu'ici. Je suis très heureuse d'entamer cet entretien, l'entretien qui conclut les 2 journées extraordinaires que nous venons de vivre. L'entretien avec mes interlocutrices, l'entretien qui va conclure nos travaux et qui s'inscrit dans toutes les conversations qui nous amènent ici. Il s'agit de renforcer nos communautés, de mettre en commun notre vécu collectif dans la réponse à la pandémie et à ce qu'il a fallu pour y survivre. Je suis très heureuse d'entendre ce que nos panélistes vont nous dire au sujet de leur vécu enraciné dans différentes régions du pays. J'espère que vous y verrez votre propre vécu reflété et j'espère que vous pourrez vous exprimer de votre côté sur le Slido. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à nos panélistes, des femmes exceptionnelles. Avant de leur donner la parole, quelques mots de cadrage. Lorsque la pandémie a commencé, des fournisseurs de services déjà surmenés ont dû réagir. Dans le cadre d'une crise comme la pandémie ou de toute autre crise que nous avons vécue, ou même de crises futures auxquelles nous devrons pouvoir faire face, c'est cela renforcer nos communautés, renforcer nos ressources afin que nous puissions absorber le choc de l'accroissement de la violence fondée sur le genre dans des situations comme celle-ci. Il s'agit des personnes handicapées, des personnes racisées, des autochtones, des femmes qui subissent de manière disproportionnée l'impact de la pandémie, car nous savons que l'oppression systémique les place dans une position de crise chronique profonde et constante. Depuis 2 jours, vous avez entendu dire qu'il est important d'enraciner l'expérience et le point de vue des membres du personnel des organisations du secteur qui ont été parmi les premiers amortisseurs face au choc que nous avons subi. Pour prolonger cet entretien, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos panélistes Rosemary Rollins de l'organisme Help and Hope for Families à Watson Lake au Yukon. Jeanne-Françoise Mouet de la Maison d'hébergement pour femmes francophones de Toronto. Je n'habite plus à Toronto, mais c'est ma ville natale. Fatima Naravez
de l'Association des femmes immigrantes de Calgary. Et enfin, Tania Félix du Centre des femmes et services de Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Comme beaucoup d'entre vous, ou peut-être toutes, nos panélistes représentent des organisations dans le secteur de la justice pour les femmes qui ont reçu des subventions du gouvernement pour la lutte contre la pandémie distribuées par le Réseau des refuges pour femmes au Canada, ainsi que par nous à la Fondation canadienne des femmes. Elles se joignent à nous aujourd'hui pour réfléchir à leur vécu pendant la pandémie, aux défis qu'elles ont dû relever, aux occasions qu'a offert la nécessité de s'adapter à une nouvelle normalité et à ce qu'elles entrevoient pour l'avenir du secteur. Je suis honoré d'animer cet entretien et je voudrais commencer par poser la première question. Je vais inviter l'une d'entre vous à ouvrir le débat. Partagez avec nous la manière dont vous avez pu gérer le changement que votre organisation a vécu. Est-ce que votre organisation a dû changer pendant la pandémie et comment? Vous m'entendez? Bien. Avant la COVID, pour vous donner un peu de contexte, je suis co-directrice du Centre de ressources pour les femmes d'Antigonish en Nouvelle-Écosse. Avant la pandémie, notre organisation est enracinée de longue date dans la communauté où nous avons été créés il y a 40 ans. Lorsque la pandémie est arrivée, nous avons dû adapter la prestation de nos services qui auparavant étaient assurés le plus souvent face à face. Tout à coup, les couloirs étaient vides. Il fallait nous isoler de nos proches. C'était inattendu. Nous avons dû nous adapter rapidement et envisager de nouvelles façons de faire les choses. Cela nous a pris quelque temps à nous y retrouver. Nous avons mis en place de nouveaux moyens technologiques. Bon nombre de nos services ont dès lors été fournis en ligne. Nous avons essayé de continuer à fournir autant de services que possible, mais nous nous sommes rendus compte que les communautés qui nous environnaient et qui étaient surtout rurales ont des problèmes de haut débit et des problèmes d'informatique. Zoom est aujourd'hui très répandu, mais ne l'était pas autant au début de la pandémie. Nous avons dû nous adapter très rapidement. Je pense que nous y sommes parvenus. Nous nous sommes efforcés de continuer de proposer des services en personne dans la mesure où c'était autorisé. Notre organisation est entrée dans la pandémie selon un modèle traditionnel de prestation de services face à face et en est sortie rationalisée, plus souple, plus réactive. Il y a certains éléments que nous avons perdus. La cohésion de notre équipe et de nos stagiaires, ainsi que notre enracinement dans la communauté. Nos réseaux ont également été distendus par la pandémie et la recherche de nouvelles méthodes de travail. Voilà, je pense, l'impact le plus fort. Voilà l'évolution que nous avons vécue. Mais à long terme, nous en sortirons renforcés. Merci, Tania. Rosemary? Le 11 mars est le jour où la pandémie a officiellement été déclarée dans le monde. Nous avions déjà vu ce phénomène arriver plusieurs mois auparavant. J'avais des proches qui voyageaient en Asie. Je me faisais donc une assez bonne idée de ce qui nous attendait. J'avais également travaillé antérieurement à la préparation pour les pandémies au début des années 2000.
Je dois vous dire que la pandémie a complètement bouleversé notre action, notre communauté, du jour au lendemain. C'est difficile de se rappeler cette époque. Il y a une chose qui s'est produite, c'est que nous sommes tout de suite passés à un modèle de réaction consciencieuse au trauma. À quoi cela ressemblait-il, de réaction consciencieuse? Il s'agissait de réconforter avant tout. On pouvait lire la peur dans les yeux de ces personnes qui étaient déjà en transition. Tout le monde est rentré chez soi. Les contacts sociaux se sont taris. Le refuge continuait de recevoir des demandes, mais il devenait de plus en plus difficile de déterminer comment nous conformer aux directives. Nous avons vécu des situations difficiles, surtout au début. Nous les avons surmontées. La peur, c'est ce qui dominait. Au début, l'horizon semblait bouché. En y réfléchissant aujourd'hui, je puis dire qu'il y a eu tout de même de bons moments et que la transition tout au long de cette période n'est pas en fait terminée. Il se passe encore beaucoup de choses. Je dois dire merci. Il s'agit d'une extraordinaire possibilité de remercier la Fondation et le réseau des refuges du Canada. Le financement que nous avons reçu a sauvé des vies. Et dans notre cas, ce financement a sauvé notre refuge. Ça, c'est très important. Tania nous a parlé de l'attention accrue qui a été portée au réconfort. Vous nous avez parlé de la cohésion qui en est résultée pour votre équipe. Fatima, quelle a été votre expérience? Cela me fait plaisir de me trouver ici pour représenter l'Association des femmes immigrantes de Calgary. Avant la pandémie, notre organisation connaissait une augmentation annuelle de 7%. Le nombre de personnes qui accédaient à nos services au niveau de la violence familiale fondée sur le genre et familiale est passé à une augmentation de 74%. La pandémie a aggravé la vulnérabilité des personnes affectées par la violence fondée sur le genre. La pandémie a exigé de toutes nos organisations une profonde adaptation et elle a rapidement mis au jour deux grands défis pour nos clientes. Ces défis ont suscité le changement au sein de notre organisation. Premier défi, la pandémie a révélé des obstacles importants à l'accès, notamment au plan technologique. La capacité d'acheter un appareil et d'accéder à Internet ou même à un plan de téléphone. Deuxième grand défi, la pandémie a révélé qu'il existe une inégalité d'accès aux services de soutien aux personnes affectées par la violence fondée sur le genre dans la ville de Calgary et dans les régions rurales. Compte tenu de ces défis, la pandémie a amené notre organisation à se métamorphoser. Nous avons dû élargir la palette des services que nous fournissons, à réfléchir à l'adaptation de nos services de manière à répondre aux besoins diversifiés de notre clientèle. La pandémie a bouleversé notre organisation. Nous avons dû recourir aux plateformes que nos clientes savaient utiliser, surtout nos clientes qui étaient au niveau d'alphabétisation de base. Nous avons fourni des services de counseling
dans la cour arrière, des gens dans les parcs, tout en veillant à respecter, bien sûr, la confidentialité. Nous avons également utilisé des applis que nous n'avions jamais auparavant envisagé d'utiliser. Par exemple, WhatsApp. Les personnes qui possèdent un niveau basique d'alphabétisation peuvent utiliser les applis sur leur téléphone. Nous avons dû leur fournir les services d'une manière et qui leur permettent d'y accéder. La pandémie a également amené notre organisation à participer à un activisme collectif avec de nombreuses autres parties prenantes en vue d'exiger l'égalité d'accès aux services et au soutien. Nos partenariats avec la police de Calgary, avec l'équipe de réaction aux violences conjugales a été renforcé. Notre partenariat avec les hôtels a été renforcé car nous devons parfois, puisque les refuges étaient inondés de clientes, nous avons dû parfois recourir aux hôtels pour trouver des abris d'urgence. Nous avons également pu travailler avec les employeurs pour leur montrer comment gérer la divulgation de la part d'une employée. Nous avons également fourni des services aux alentours de Calgary ou jusqu'à High River, Red Deer, Okotoks, des endroits parfois distants de 3 heures par route. Nous avons à présent un partenariat officiel avec les services municipaux. Ça fait beaucoup à gérer. La poussée d'activités, les collaborations, l'expansion de vos services et beaucoup d'autres choses encore. Tandis que vous préparez vos casques d'interprétation, je vais poser la même question. Alors, pourriez-vous nous parler de certains des changements que vous avez dû apporter au sein de votre organisation à cause de la pandémie? Merci. Alors, pour une maison d'hébergement qui se trouve en milieu minoritaire, je me suis retrouvée à changer un peu la façon à laquelle nous voulions faire affaire avec l'extérieur surtout. La pandémie pour nous a été des choses extraordinaires. Ça veut dire la force de travail. Notre force de travail a été les intervenantes. Le défi que nous avons eu en travaillant en milieu minoritaire, c'était d'avoir des informations en français pour relayer l'information à notre clientèle. Ça a été extrêmement difficile de travailler avec le service public en santé. Et je me rappelle, j'ai des collègues dans la salle ici où ils nous disaient qu'ils avaient facilement des contacts avec des hôpitaux qui les aidaient à mettre des mécanismes en place pour la prévention au sein de leurs organismes. Nous, on s'est retrouvés à se dire, où est-ce qu'on va chercher l'information? Quelle information nous allons transmettre à la population déjà au sein de la maison, mais aux femmes francophones à l'extérieur. Je ne parle pas seulement des femmes francophones, mais la communauté francophone. Et l'information était très changeante. D'une minute à l'autre, on changeait complètement ce qu'on devait faire, comment on devait le faire et où on devait le faire. Pour nous, ça a été très difficile d'obtenir ces informations-là. Et je remercie encore, je dois dire, mes collègues des autres maisons d'hébergement qui, lors des rencontres qu'on a eues de façon mensuelle, de nous donner un peu plus d'informations par rapport à qui contacter dans la communauté pour obtenir l'information. Donc, travailler en milieu minoritaire, ça a été ça le constat de dire l'accès à l'information qui était très importante et crucial à l'époque. On a eu de la difficulté au démarrage. Il faut dire qu'au sein de la maison d'hébergement, pour nous, on a eu, malheureusement, au même moment, le 1er avril 2020, on a eu un refoulement d'égouts dans notre maison d'hébergement. Alors, tout le sous-sol était inondé. On a fallu restreindre l'accès. Il fallait maintenir des distances, mais à un moment donné, une partie, 50% de notre superficie au sein de l'hébergement n'était plus accessible. Donc, ça a été extrêmement difficile de pouvoir garder la distance avec très peu d'espace. Cependant, on a constaté que la communauté, quand même, je dois l'avouer, a été mobilisée parce qu'on a pu avoir des contacts dans la communauté où des gens nous disaient comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut, même à distance, il y a des gens qui sont venus nous disant on va faire des levées d'articles pour vous.
L'autre élément que j'ai constaté malheureusement, quand il y a eu pénurie d'accès à tous les produits de protection personnelle, et c'est là où l'argent que nous avons eu de Covid a été très important, de pouvoir acheter. C'était extrêmement difficile, de les obtenir, mais à des prix je dois dire, c'était surprenant qu'au moment de la crise, qu'on ait pu avoir autant de difficultés à accéder et que certaines compagnies en ont profité pour se faire de l'argent. J'ai trouvé ça très déroutant, je dois avouer, au moment où on avait le plus besoin. Donc, je peux dire la communauté qui a été très, très soutenante pour nous, les fonds que nous avons obtenus pour nous permettre d'accéder à des outils. Mais aussi, on a parlé de la technologie. Je dois dire, ça a été très éprouvant en termes d'obtenir l'information, avoir un informaticien pour nous permettre de nous connecter. Spécialement à la maison, nous avons démarré un nouveau projet en temps de pandémie. Donc, on a appris à embaucher des gens à distance qu'on ne connaissait pas, qu'on voyait au petit écran, à démarrer un nouveau projet qui était financé par un autre financeur, IRCC à l'époque, où on devait faire des cuisines collectives. Comment peut-on faire les cuisines collectives à distance sur Zoom? Mais on a réussi quand même à réunir des femmes, à pouvoir leur donner des bons de commande, commander des aliments pour faire la cuisine collective par Zoom. Alors ça a été une créativité pour nous. Il a fallu qu'on trouve des moyens pour rejoindre des femmes, pour rester connecté avec des femmes à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'hébergement. Alors pour nous, ça a été des moments très forts, mais aussi on a senti la solidarité, je dois avouer, comme je le dis, pour pouvoir survivre et être là où nous sommes aujourd'hui. Et j'espère que cette solidarité va continuer. Voilà. Ah, ça nous amène justement, n'est-ce pas? Ah, ça vaut la peine d'applaudir. Merci d'avoir passé tout cela en revue parce que c'est presque comme si nous pouvions nous imaginer dans cette situation il y a 3 ans. Nous ne savions pas quoi faire. Nous ne savions pas comment nous allions nous en sortir. Donc, les réponses que vous nous donnez, l'accessibilité, la technologie, la solidarité communautaire, mais aussi la situation minoritaire comme obstacle supplémentaire, ce qui a encore aggravé les problèmes d'accès à l'information. À présent, je me demande, compte tenu de tous les changements que vous avez dû vivre au sein de votre organisation, ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui... Bon, parce que quand on a le dos au mur, bon, changer de cap, c'est bien beau, mais c'est en dessous de la réalité. Le processus du changement de cap, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un travail qu'on n'avait jamais pensé devoir accomplir. Mais ça nous aide à parvenir à un endroit où on fait les choses mieux parce qu'on y est obligé. Pourriez-vous nous dire, nous donner un ou deux exemples de quelque chose que vous avez conservé des changements que votre organisation a dû vivre? Je vais commencer par vous, Rosemary. Notre organisation s'est totalement réorientée. Nous avons même fait le ménage dans un sous-sol qui recelait 30 années d'histoire. On y a trouvé des vêtements des années 70. En fait, on est toujours en train de faire le ménage dans le sous-sol. Nous avons dans le cadre de cette évolution naturelle, nous avons perdu certains membres de notre personnel au début de la pandémie pour diverses raisons, mais il y a eu beaucoup de roulements au sein du personnel. Un petit noyau est resté depuis 3 ans dans l'entraide. Ce n'a été que depuis 1 an
que nous avons pu commencer à rebâtir nos capacités. Une bonne partie du travail que nous avons accompli consistait en prestations directes de services. Il y a eu 2 inondations dans notre immeuble, ainsi qu'un record de chute de neige, ce qui a endommagé notre toit, notre maison a été entièrement réparée. Comment le financement vous a-t-il aidé? Nous avons dû demander à la SCHL puisqu'il s'agissait de réparations importantes. Si nous n'avions pas eu le financement flexible, nous n'aurions pas pu accomplir les réparations, car la SCHL exige que l'on paye d'avance et vous rembourse après, ce que nous n'aurions jamais pu faire. Donc, les changements dans notre local, les changements dans notre personnel, nous avons réorganisé notre modèle qui est désormais holistique. L'une des difficultés que nous avons, c'est que nous étions tellement engagés dans la communauté qu'il se présente aujourd'hui une demande accrue. Les besoins sont plus présents que jamais parce qu'il y avait un si grand nombre d'autres organisations qui étaient présentes et qui n'y sont plus. Fatima, quel a été le rôle du financement du gouvernement fédéral? Le rôle a été fondamental. Avec l'appui des fonds spécifiques à la COVID-19, nous avons pu répondre aux besoins de services et de soutien. Avec le financement que nous avons reçu, nous avons pu mieux servir nos clients en temps réel sur les plateformes numériques existantes. Nous avons ajouté un ensemble de d'ordinateurs portables. À tout moment, pendant la pandémie, nous avions distribué 100 à 150 ordinateurs portables à nos clientes pour qu'elles puissent accéder aux services. Nous avions également mis en place des services en temps réel sur notre site Web. Le financement nous a également aidés parce que nous avons pu créer un local de réflexion calme pour les personnes affectées par la violence familiale. Nous projetions des paysages calmes sur les murs et nous faisions passer des musiques calmes. Les clientes, après leur séance de counseling, pouvaient pratiquer la méditation dans ce local. Ensuite, grâce au fonds de soutien d'urgence des communautés, nous avons pu mettre en place des services de cas coordonnés avec la police de Calgary. Grâce à ce fonds, nous avons pu engager une gestionnaire de cas à plein temps qui se trouvait au centre de la police de Calgary, qui travaillait en partenariat direct avec un policier, de manière à ce que lorsque l'on faisait appel à la police en cas de violence familiale, nous pouvions éventuellement combler les éventuelles lacunes culturelles. Ce serait merveilleux d'en entendre parler davantage pour voir ce que d'autres communautés pourraient faire pour répondre à cela, car cela recoupe non seulement la violence fondée sur le genre, mais encore la santé mentale. J'aimerais beaucoup recevoir une information complémentaire. Et vous, Jeanne-Françoise? Les 2 éléments, est-ce qu'on m'entend? Oui. Les 2 éléments que j'ai trouvé importants, qui me restent, et je pense qui devraient rester de façon permanente, c'est la force de notre main-d'œuvre. Nous travaillons par, pour et avec les femmes. Et je me suis rendu compte comment ce secteur est fort,
mais aussi fragiles dans les temps de crise. Et les personnes sur lesquelles on peut compter sont les intervenants de première ligne. Et pour nous, ça a été très instrumental sur la continuité des services. Quand bien même au plus fort de la pandémie, nous avons perdu dans le sens où, j'ai dit pareil pour les femmes, parfois les intervenants sont les mères monoparentales avec des enfants qui devaient étudier de la maison, donc il y a certaines qui ne pouvaient pas venir travailler. Mais celles qui ont pu venir travailler, on a pu compter sur elles longtemps. Mais je me suis rendu compte comment fragile ça a été. En Ontario, il y a eu une augmentation de 4 $ de l'heure des intervenants de première ligne. Nous en avons bénéficié, mais à un moment donné, notre secteur, malheureusement, n'a pas pu continuer à bénéficier de ce fonds. Alors, les fonds que nous avons eus, qui étaient très, très flexibles, nous ont permis de continuer à donner ces 4 $. Parce que ces femmes, il y en a qui travaillaient 24 heures. Malheureusement, je dois le dire, mais c'était ça la réalité. Nous avons fait un plan de continuité de service jusqu'au point où on s'est dit, si on n'a plus d'intervenante qui vient travailler, un intervenant qui va habiter l'hébergement, qui sera là 24 heures sur 24 pour continuer le service, parce que c'était ça le plan de continuité de service. Les femmes qui étaient à l'hébergement, et on était à surcapacité à l'époque, plus d'enfants que de femmes, il fallait continuer à faire ce service. Alors, les fonds nous ont permis justement de payer le transport pour celles qui venaient travailler et de continuer à donner augmenter ce taux horaire de 4 $ pour reconnaître le travail, je l'ai dit tout à l'heure, la solidarité, parce que notre secteur, c'est un secteur important, mais je le dis encore, très fragile. Et on devrait, moi c'est ce qui m'est resté au niveau de la pandémie, s'il y a une leçon apprise et quelque chose sur lequel on doit travailler, comment prendre soin de la main-d'œuvre. Pas seulement donner des congés, parce que donner des congés, ne pas avoir l'argent pour profiter des congés, ça ne vaut pas, ça vaut pas grand-chose, ça vaut quand même le repos. Mais nous travaillons avec le coût de la vie qui est assez élevé aujourd'hui, on a besoin, nous, comme secteur, et c'est le message qu'on envoie à tous les niveaux de gouvernement, de bien financer ce secteur parce qu'il est vital. Si les femmes ne vont pas travailler, si les enfants ne sont pas bien gardés, mais on perd au niveau économique. Donc, pour nous, ça a été ça, soutenir le travail des femmes en reconnaissant déjà par un salaire, mais aussi en prenant soin d'eux. On prend pour acquis qu'on embauche des gens, il faut qu'ils viennent travailler, et puis bon, chacun fait son travail, rentre chez elle, mais on ne sait pas comment. Parce que ces femmes-là qui sont... Nous, ces femmes, nous sommes des travailleuses, mais nous avons aussi des familles. On retournait chez nous. Qu'est-ce qui nous attendait? Alors, pour moi, c'est ce que j'ai appris. C'est ce qui reste. Et l'argent, la flexibilité des fonds nous a permis vraiment de mettre le paquet, de reconnaître ce travail. Et c'est ça qui me chagrine un peu. Qu'est-ce qui va arriver quand il n'y aura plus cet argent? En fait, c'est ça. Mon cœur de militante est réjoui parce que ce que vous dites est tellement important. Cette question systémique de l'écart salarial entre les genres, mais également la sous-valorisation du travail des femmes dans ce secteur et aussi signaler le manque de fiabilité de l'augmentation de 4 $ qui est maintenant disparue, comme si le travail avait disparu. Alors, merci d'avoir signalé cela. Nous allons écouter Tania en réponse à cette question. Je voulais également vous dire que vous pouvez saisir des questions. Je sais que Lise va nous donner lecture des questions que vous aurez posées. Si vous avez des questions, veuillez utiliser Slido, aussi bien les personnes qui sont dans la salle que celles qui sont en ligne. Tania. C'est une excellente question. Ce que nous avons conclu après la pandémie, en ce qui concerne les fonds spécifiques, c'est d'abord la technologie. Notre organisation a pu progresser alors qu'auparavant, nous avions du retard. Nous étions accaparés par le travail de tous les jours. Nous avions différé de moderniser le système de gestion de la paye, par exemple.
Cela peut sembler banal, mais notre secrétaire administrative, qui était parfois la seule présente dans le centre et qui devait veiller à ce que le personnel soit payé, il y avait des activités quotidiennes qui étaient réduites à leur plus simple expression. Le financement nous a permis de consacrer de l'argent à de nouvelles technologies que nous allons reporter dans l'avenir et à proposer des moyens technologiques aux femmes et aux personnes dans les régions rurales qui éprouvaient des difficultés d'accès à Internet et qui ne possédaient pas d'ordinateur portable. Nous avons commencé à en faire davantage en ligne, sur Zoom. Ces applis existaient auparavant, mais nous ne nous en servions pas tellement. Nous n'en voyons pas l'importance, alors que tout cela est à présent au cœur de notre action. Dorénavant, nous privilégierions toujours le travail en personne. Nous sommes une organisation communautaire de terrain, mais cela nous a permis de rejoindre d'autres personnes qui, surtout dans les régions rurales, ne veulent pas se mettre au volant pour se rendre à Antigonish, qui est le centre régional de services où nos bureaux sont situés. Deuxième élément, deuxième conclusion, ce financement nous a permis de dépasser les structures. Nos financements provenant d'autres organismes étaient très structurés. Nous devions présenter des rapports, rendre des comptes. Pendant la pandémie, tout cela a été bouleversé. Le financement flexible nous a permis de poursuivre notre travail en matière de justice raciale. Ces fonds, grâce à leur flexibilité, nous ont permis de compléter d'autres financements qui n'étaient pas aussi flexibles. Nous avons ainsi pu offrir aux femmes dans notre communauté noire la possibilité de se concerter qu'elles avaient réclamé à cause de leur isolement dans des zones rurales, des communautés rurales isolées, sans être en contact. Vivre dans une zone rurale représente parfois un obstacle supplémentaire. Nous avons beaucoup de personnes plutôt âgées. Ce n'est pas tout le monde qui peut adopter des moyens technologiques. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour généraliser la technologie parmi notre clientèle. Nous avons soutenu les femmes et les communautés dans l'adoption de moyens technologiques afin de réduire leur isolement. Au sein de la communauté noire, nous avons pu susciter une plus grande cohésion entre les femmes qui habitaient trois communautés historiques distinctes, séparées par une certaine distance et qui se sentaient souvent exclues. Ce financement leur a permis de tisser des contacts et de créer un réseau. Je n'ai pas assisté à la réunion à laquelle elles ont participé, mais j'ai eu des échos formidables. Sans ce financement, nous n'aurions pas pu leur proposer cette possibilité. Il s'agit d'une occasion qui va continuer d'exister au sein de ces communautés. Merci, Tania. Alors, tandis que vous parliez, j'ai pensé que sans financement, on ne serait pas ici nous-mêmes. C'est aussi grâce au financement, un financement et des bailleurs de fonds similaires que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Alors, nous voyons les choses du point de vue de notre organisme d'attache, mais même dans certains cas, nos programmes d'attache.
Nous voulons renforcer la structure administrative qui nous permet de rassembler des femmes, de convoquer les femmes pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, mais aussi dans le contexte de cette conférence, pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Car j'espère que au fil des exposés des femmes que vous venez d'entendre, que vous trouvez aussi un certain réconfort en voyant que vous n'êtes pas seul à vivre les difficultés que vous vivez et que les initiatives qu'elles ont mises en place sont salutaires, par exemple la technologie, l'infrastructure. Oui, j'aimerais dire que assister à cette conférence m'a permis de valider certaines de mes expériences. Vous savez, parfois vous avez un peu l'impression d'être en périphérie et entendre d'autres conférencières, d'autres participantes, cela m'a rassurée qu'on est sur la bonne voie et que cette expérience est commune dans le secteur. Cette occasion m'a vraiment ouvert les yeux sur ce point. Merci. Alors, je me demande, ceux qui nous écoutent ici et en ligne, si vous avez vous aussi eu des expériences similaires. Tandis que vous pensez à vos réponses, on va faire une interlude musicale, me dit-on. Alors, veuillez prendre un tout petit instant pour répondre à la question qui s'affiche à l'écran ou qui s'affiche derrière moi. Avez-vous mis au point des pratiques innovantes ou des nouvelles façons de travailler grâce à un financement d'urgence associé à la pandémie? Alors, prenez un petit instant pour répondre et Lise va monter sur l'estrade aussi pour lire les questions. Voilà, nous avons le thème musical de Géopardy. Just a reminder that you can scan Un that. rappel, vous pouvez scanner le code QR qui se trouve sur votre table pour que vous ayez accès à Slido comme hier. Bon, on en a pas mal. J'ai mes lunettes. Vous voulez que je lise? Oui. Bon, alors, on dit oui, courbe d'apprentissage pentue, beaucoup de formations en ligne pour nous expliquer comment créer des programmes en ligne pour les jeunes. Nous avons adopté des pratiques souples. Nous avons conduit les clientes plutôt que de leur demander de venir à nous. On faisait ça dans le passé, vous savez. Et bon, on s'est servi du financement pour essayer de déplacer les tâches administratives et de programmation au mode hybride. Les femmes ont pu se servir d'alcool et de marijuana sur le site et de le garder dans leur chambre. On leur a permis aussi de venir avec leurs animaux de compagnie pour réduire les obstacles. Courbe d'apprentissage importante avec les plateformes en ligne, beaucoup de formations avec les employés pour déployer des programmes intéressants pour la jeunesse. Financement qui a permis de passer au mode hybride pour tous les programmes. Nouveau modèle de dotation en personnel pour les refuges pour minimiser les infections et la contamination. Et puis embaucher 5 équipes de 2 pour travailler en personne et à domicile qui nous permettait d'assurer une rotation de 2 semaines. On travaillait soit en personne dans le refuge ou soit à la maison. C'est intéressant, vous voulez partager quelques idées, quelques pratiques que vous avez pu mettre au point au fil des quelques dernières années. Merci Lise. Très heureuse de pouvoir compter sur votre aide. Alors, la prochaine question que j'aimerais vous poser, cela concerne vos préoccupations, vos soucis, parce que le financement tire à sa fin. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui, tandis que vous pensez, par exemple, à l'augmentation des 4 $ de l'heure qui n'est plus en place, et on sait aussi que l'organisation que vous recevez
pour le renforcement diminue ou est même disparu. Fatima, voulez-vous commencer? Alors, les fonds pour la reprise ont été essentiels. C'est ce qui nous a permis de créer les changements qui sont toujours en place au sein de notre organisme. Et nous constatons qu'il existe toujours un besoin de soutien tout le long du continuum de soins de collaboration. Grâce au financement, on pouvait offrir des services et aujourd'hui, on craint qu'en l'absence de ce financement, l'effet de la pandémie continuera de se ressentir surtout par les enfants, pour les enfants qui n'ont pas eu de contact avec leur père pendant longtemps et qui n'ont pas pu jouer avec d'autres enfants. On est craintif aussi des emplois perdus, et des effets sur les parents, sur les grands-parents qui ont été très isolés pendant la pandémie. Nous savons que toutes ces choses peuvent être des facteurs qui contribuent à la violence genrée. Dans notre organisation, nous pensons que l'organisation doit continuer de se centrer sur l'éducation. Et il faut continuer de se renseigner sur l'impact de la pandémie sur toutes les générations. Avec la fin du financement, nous pensons qu'il sera peut-être difficile de continuer d'offrir des soins en santé mentale qui pourront permettre de limiter les effets de la pandémie. La fin de ce financement, je l'ai dit tout à l'heure, ça me chagrine, ça me préoccupe. Pour plusieurs choses, mais principalement la flexibilité que nous avons eue avec ce financement. Parce qu'il faut dire, c'est vrai qu'on était pendant une période de crise et il faut, oui, c'est l'argent des contribuables parce qu'on n'arrête pas de nous le répéter très souvent, mais la flexibilité qu'on a eue quand même, on avait très peu de documents administratifs à soumettre. On allait droit au but. On présentait nos préoccupations et on avait le financement en l'espace de quelques temps. La fin de ce financement et la flexibilité que ça avait, ça me préoccupe. Nous sommes conscients que le fédéral est en train de négocier avec les provinces pour du financement. Ce financement, je pense qu'il ne sera pas aussi flexible. On espère, en tout cas je le souhaite, pour notre secteur, de continuer à bénéficier du financement avec cette flexibilité que ça nous a permis. On n'avait pas à se poser plusieurs questions. On savait le besoin qu'on avait sur le terrain. On savait ce qui se passait sur le terrain et on pouvait injecter l'argent là où il fallait. Maintenant, avec la fin de ce financement, je me pose la question à savoir, est-ce que notre secteur sera oublié? Et je suis consciente qu'il y a le plan en violence qui est là, mais est-ce que ça va rentrer davantage au niveau administratif, politique, qui va faire en sorte que le secteur, nous allons continuer à revendiquer. On mettra les énergies à revendiquer, à remplir, à faire l'administration, que de réellement investir l'argent là où il faut, donc les femmes et les enfants qui sont dans le besoin. Alors, moi, c'est une préoccupation que j'ai et j'espère que Hébergement Femmes Canada et les groupes ces groupes membres, nous qui travaillons sur le terrain, nous allons travailler ou être vigilantes avec ce plan-là pour que les fonds qui sont dédiés à ce secteur restent dans le secteur avec la flexibilité possible. Absolutely. Tout à fait. J'apprécie beaucoup vos observations. J'apprécie beaucoup vos observations. Vous parliez des effets accessoires, de l'impact intergénérationnel, de l'aspect de santé mentale, que les fonds vous ont permis à remettre les gens sur leurs pieds tout en servant les femmes et les filles, en limitant la charge administrative, c'est-à-dire vous avez moins rempli de formulaires. Qu'en est-il de vous, Tania? Quelles sont vos préoccupations? Je pense que je partage les préoccupations concernant la perte de souplesse, de flexibilité. C'est quelque chose qui nous a vraiment permis d'être beaucoup plus réactifs.
J'aimerais vraiment que nous ayons cette flexibilité en dehors d'une pandémie. Et une autre préoccupation que j'ai concernant la perte de ce financement, c'est que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. La COVID est toujours bien parmi nous. Et la COVID est un élément, bon, si je pense à notre région, en Nouvelle-Écosse, on a eu euh, une tuerie à Portapique, on a eu des événements climatiques, dont un ouragan cette année et d'autres crises. Et dans certaines communautés, il y a eu des événements très tragiques. Et à titre d'organisation communautaire, on veut pouvoir réagir. Mais quand on est coincé dans des ententes de financement qui sont peut-être déterminées l'année précédente ou avant la pandémie ou avant l'ouragan, ça ne nous donne pas suffisamment de marge de manœuvre. À ce moment-là, on n'a peut-être pas le financement qu'il nous faudrait. Et donc, dans le contexte de la pandémie, les fonds de renforçons nos communautés et d'autres ressources nous ont vraiment beaucoup aidés à sortir de l'urgence. Mais l'urgence est toujours parmi nous. Nous sommes toujours dans la pandémie et ce qui me préoccupe, c'est l'augmentation de la misogynie aussi, qui n'est peut-être pas liée à la pandémie, mais c'est devenu beaucoup plus public. C'est devenu acceptable en ligne, apparemment, de dénigrer les femmes qui ont des postes puissants. On a créé des espaces pour lutter contre la violence genrée, mais il y a aussi des espaces qui ont été créés pour faire la promotion de la violence en ligne. Et ça, ce sont de nouveaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Notre organisme essaie, dans une petite province, dans une communauté rurale, de réagir, mais c'est difficile. Et sur le terrain, c'est vers nous que les gens se tournent pour obtenir un soutien et peut-être qu'ils ne comprennent pas quelles sont les influences plus globales sur la violence genrée. J'ai l'impression qu'on est loin de la coupe aux lèvres et notre organisation elle-même a été un peu affaiblie. Le secteur, à certains égards, a été affaibli. Nous avons perdu des membres du personnel importants. Nous avons un conseil d'administration bénévole. Il a beaucoup changé pendant la pandémie. Les membres nous ont quittés. Il a fallu faire beaucoup de travaux, d'introspection. Nous avons dû travailler très fort. Et bon, moi, j'y suis depuis des années. On avait une ligne sur nos formulaires qui concernaient le temps accordé bénévolement. Ça, c'était des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. Ça a permis à notre centre de réussir, mais au même moment, cela exigeait une certaine subvention personnelle des activités. Les gens ont donné de leur temps. Alors, nous sommes une organisation de femmes et j'aimerais que les choses soient différentes. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais sans certains de ces éléments qu'on a appris de la pandémie, sans ces leçons qu'on a appliquées, les possibilités de financement, nous serions encore plus limités. Et je réitère la préoccupation concernant le retour en arrière suite à la crise. Ça me préoccupe. Merci, Tania. Alors, avant d'entendre la dernière observation à ce propos, Rosemary, je veux vous rappeler la même question qu'on voulait vous poser. Je vais choisir vos réponses, je le rappelle. Une fois que vous aurez lu la question, alors la question est, tandis que le financement associé à la pandémie tire à sa fin, quelles sont vos craintes? Alors, répondez. Rosemary, est-ce que vous avez quelques observations à formuler? Oui, je dirais que ma préoccupation est pour les femmes et les enfants de nos communautés. Ma préoccupation principale est pour notre collectivité dans son ensemble. Je ne pense pas qu'on a encore vu tous les effets d'une pandémie, d'une expérience aussi traumatique à l'échelle de la planète. Et nous voyons
ces choses évoluer dans nos communautés. Le Yukon a le taux le plus élevé, si je ne m'abuse, 3 fois la moyenne nationale de décès associés à des opioïdes. Les décès les plus élevés de notre histoire. Ce sont des mamans avec des enfants, ce sont des papas avec des enfants, ce sont des jeunes qui laissent dans leur sillage des collectivités traumatisées. Le type de violence que nous avons observé a été très dur. Nous avons observé des situations assez extrêmes et on espère que cette tendance ne se maintiendra pas. C'est vraiment préoccupant pour des petites collectivités comme les nôtres. L'autre chose qui a été vraiment singulière pour nous, nous sommes la porte d'entrée du Yukon. Nous avons fait beaucoup de rapatriements, que ce soit à la maison ou pour sortir du Yukon, c'est-à-dire que nous avons aidé les femmes qui voulaient se déplacer où qu'elles veuillent aller pour sortir ou pour rentrer. L'isolement qu'elles vivaient et ce type de choses pesait lourd sur elles. Et ces problèmes ne sont pas partis. Et notre capacité de réagir comme communauté est tout aussi importante maintenant qu'elle l'était à ce moment-là. Car avec le redressement et avec l'ouverture des collectivités, on ne sait pas quel sera le plein impact de la pandémie. Les femmes de notre communauté ont maintenant accès à un déplacement en taxi, même en avion, H24, 7 jours sur 7, pour aller quelque part en sécurité. Ces niveaux de prévention et de soutien sont sans précédent. Et bon, je veux rester positive. C'est difficile de mesurer la prévention, mais je pense que si on regarde notre toute petite communauté, on s'est bien sorti d'affaires. Merci. Alors, le temps qui nous était accordé est malheureusement épuisé, mais je vais repousser les frontières de ces limites. Est-ce que vous avez des commentaires sur cette question? Ah oui, on en a beaucoup. Les programmes prennent fin. Il y a un niveau de rareté qui nous empêche d'être créatifs. On ne peut plus répondre aux besoins des collectivités. Il faudra mettre à pied du personnel. Il faudra arrêter la programmation pour les enfants. Il faudra passer du mode prestation de service au mode financement. Ça, c'est beaucoup de ressources. Ça nous écarte de notre travail principal. Pas d'argent pour aider les enfants avec le logement, pas d'argent pour les nouveaux programmes et retour en arrière sur les mesures d'accessibilité qui auraient dû être présentes d'entrée de jeu. Nous ne pourrons pas répondre aux besoins des personnes de nos collectivités. Il y aura une autre crise et nous serons tous épuisés. La sécurité des femmes et des enfants devra être réévaluée. Nous allons devoir mettre à pied du personnel. Donc, du personnel en plus perdra son emploi. Alors, les effets de la pandémie continuent de se faire sentir, même si on déclare que la pandémie est terminée. Alors, tandis qu'on termine cette conversation et tandis que vous nous écoutiez ici et en ligne, ma dernière observation pour mettre un terme à cette conversation est quels sont vos espoirs et vos rêves pour votre organisation et pour le secteur de la lutte contre la violence genrée? Soyez brève, s'il vous plaît. Merci. Oui, très bien, merci. Qu'est-ce que j'attends? Quel est l'espoir? J'ai vraiment espoir par rapport au plan, qu'on l'aime ou pas. On en parle tout de même. Le plan national en violence faite aux femmes. J'ai espoir que c'est un outil de travail, ce n'est pas une fin en soi, que nous allons utiliser ce plan-là, nous allons vraiment mobiliser les énergies sur ce plan-là pour sensibiliser les décideurs, autant fédéral, provincial que municipal, les municipalités qui sont notre
gouvernement de proximité. Parce que ce sont des outils qui vont nous permettre de réfléchir, aller un peu plus loin. Parce qu'il arrivera une autre pandémie, on va se dire est-ce qu'on est prêt ou pas. Mais on a constaté les manques, on a constaté les forces qu'il y a, mais on a aussi constaté le travail qu'il y a à faire pour soutenir les femmes et les enfants victimes de violences. Alors, mon espoir est que ce plan national, nous allons l'utiliser au maximum pour que ce secteur reçoive le soutien, le financement nécessaire, mais aussi reconnaître les défis et l'importance de prendre soin des femmes, enfants victimes de violences basées sur le genre. Voilà. I know you can say a lot more, Jean-François. So Je sais que vous pourriez en dire beaucoup plus. Alors, merci beaucoup. Tania. Alors, mes espoirs pour le secteur, je vais rebondir sur ce que disait Françoise. Alors, mon espoir pour le secteur, c'est que on regarde de plus près, ou comment dire, je pense au financement qu'on recevra peut-être au niveau pan-canadien. Et je parle du point de vue d'une petite province, c'est-à-dire que parfois, c'est plus difficile pour nous d'avoir accès à ce financement. Et c'était formidable d'avoir accès à ce financement de manière beaucoup plus simple qu'auparavant. Notre organisme a entre 20 et 22 membres du personnel, plus quelques membres du personnel contractuel, mais notre financement de base ne couvre le salaire que de 3 personnes. Alors, vous imaginez bien la magie qui doit s'opérer entre moi et ma co-directrice, ainsi que la responsable des finances, pour trouver du financement pour 20 membres supplémentaires du personnel. C'est démoralisant parfois, sachant que le travail a beaucoup de valeur. Alors, j'espère qu'on se fera entendre aujourd'hui et j'espère que nos partenaires nous entendrons ici et aussi et qu'on se portera à la défense des femmes du Canada, surtout lorsqu'il est question de financement plus souple et d'un financement fédéral surtout plus souple, d'où vient la majorité de notre financement. Et je pense que nous sommes influencés par des groupes qui sont moins informés que nous et qui militent peut-être pour qu'on tienne moins compte de l'analyse selon les genres. Alors, j'espère vraiment qu'on arrivera à sensibiliser tout le monde à la violence genrée. Et je pense que la pandémie nous a beaucoup appris. J'espère qu'on appliquera ces leçons. Et en vous écoutant, je comprends que nos défis sont bien réels, mais qu'ils sont assortis de solutions aussi. Pour moi, il y a une marche à suivre et des solutions que je pourrais appliquer de retour chez moi. Rosemary. Oui, eh bien, on a un certain élan et c'est important de ne pas le perdre. Il faut continuer de moderniser, de décoloniser nos centres. Il y a énormément de possibilités pour que nos centres continuent de travailler en collaboration avec tous les prestataires de services pour trouver des moyens de mettre fin à la violence. Et ce serait formidable que notre centre soit un centre de traitement plutôt qu'un centre d'intervention d'urgence. 90% de ce qu'on fait, c'est des soins d'intervention d'urgence et nous avons une très faible capacité pour faire toutes les choses formidables qu'on aimerait faire relatives à l'éducation, l'engagement communautaire, la prévention. Nous avons à peine commencé de travailler avec la jeunesse et les jeunes apportent une énergie et des réflexions formidables. Alors, mon espoir, c'est qu'on continuera d'appliquer les connaissances, les leçons apprises de la pandémie et qu'on continuera de réagir le plus possible à la violence faite aux femmes et qu'on y mettra un terme. Merci. Et enfin, Fatima. Alors,
Nous avons vu une augmentation importante de migration interprovinciale en 2020-2021. D'ailleurs, selon Statistique Canada, il y a eu presque 89 000 personnes qui ont quitté l'Ontario à elles seules. Alors, avec ces choses en tête, à l'association que je représente de Calgary, on espère que des pratiques exemplaires seront partagées, tandis que les familles se déplaceront partout au Canada pour rebâtir leur vie. Et on espère aussi que les femmes immigrantes auront accès au même soutien et aux mêmes ressources pour qu'elles puissent se réinstaller non seulement dans les centres urbains, mais dans les communautés rurales aussi. Et un grand nombre de ces familles ont quitté l'Ontario pour l'Alberta, d'ailleurs. Alors, vous avez bien raison. Et enfin, vous, que dites-vous? Alors, quelques observations que je lirai. Je vais lire ce qui est en anglais. Alors, plus de capacité de collaboration, la capacité de servir les hommes et les garçons, plus de ressources, plus de formation, investissement dans la prévention. Un secteur solidarisé. Les femmes, minorités de genre fixent les priorités du secteur et non le gouvernement. Réimaginer notre programmation et gouvernance afin de mieux les servir. Okay, continued federal funding for the shelter. Financement fédéral continu pour les refuges. Il faut éviter les crises de dotation en personnel, veiller à avoir suffisamment de personnel et je dirais aussi personnel en santé. Guichet unique pour les clientes. Il nous faut de nouveaux locaux qui répondent aux besoins des femmes et des enfants. Nous sommes en personne pour le moment et cela nous donne de l'énergie. Continuons à bâtir ce mouvement et veillons à ne plus avoir d'emploi parce qu'on mettra un terme à la violence fondée sur le genre. C'est ce que l'on cherche et voilà une excellente façon de mettre un terme à cette journée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés attentivement. Merci d'être présent et mon travail est terminé. Alors, je vais céder la parole à nos deux extraordinaires maîtres de cérémonie qui sont si dynamiques et qui nous ont divertis. Pas de pression du tout, pas de pression. Merci, merci tout le monde. Merci, un grand merci à Paulette et à toutes nos panélistes pour ce moment et cette